Aujourd'hui, la 7e finale du concours d'éloquence Antoine Fabre. Monsieur le Président, messieurs membres du jury, mesdames, messieurs membres du public, chères contradictrices, le mensonge est-il justifiable? À cette question, je vous réponds oui. Oui, le mensonge est justifiable. Mais qu'est-ce que cela signifie? Le mensonge est une affirmation contraire à la vérité. Celui qui ment déguise, dissimule, altère la vérité dans l'intention de tromper. Mentir, c'est s'éloigner sciemment de ce qui est vrai. Dans notre société actuelle, le mensonge est mal vu, c'est un vice. Nous héritons notamment de la conception religieuse qui le réprouve depuis longtemps, en le considérant comme un péché. La société moderne est unanime sur ce point. La sincérité et la transparence priment sur le mensonge. Mais je ne me trouve pas aujourd'hui devant vous pour vous faire un éloge du mensonge et pour vous présenter ses vertus. Non, je suis aujourd'hui devant vous pour vous montrer qu'il est justifiable. Dire que le mensonge est justifiable, c'est dire qu'il peut être justifié. Autrement dit, le mensonge peut être excusé. Du moins, on peut en comprendre la nécessité. Oui, le mensonge est justifiable. Je comprends que vous soyez hostile à cette affirmation à première vue. Vous pensez certainement que certains mensonges ne sont pas justifiables. Et vous avez raison. Certains mensonges ne sont pas justifiables de votre point de vue. Toutefois, ils le sont si on les considère sous un autre angle. Ils sont justifiables pour certaines personnes. Lorsque je vous dis que le mensonge est justifiable, je ne vous dis pas qu'il est forcément légitime, qu'il est acceptable pour tous, qu'il est bien fondé. Non. Lorsque je vous dis cela, je veux simplement vous faire toucher du doigt l'idée selon laquelle tout mensonge est nécessaire. Parfois, il est nécessaire pour la société. Il est alors justifiable pour tous. Parfois, il est justifiable pour le menteur uniquement, pour des raisons qui lui sont propres. Vous l'aurez compris, il y a en fait plusieurs types de mensonges. Nous nous accordons tous sur le fait que certains mensonges sont incontestablement justifiables pour tous. Autrement dit, certains mensonges nous semblent absolument nécessaires. Plus encore, dans certaines situations, nous privilégions le mensonge vis-à-vis de la vérité. C'est l'idée de ce proverbe populaire qui nous dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Cette idée a été développée par Benjamin Constant. Il nous disait notamment que nul homme n'a droit à la vérité qui nuit à autrui. Autrement dit, le mensonge peut être utilisé pour protéger les personnes, pour un but légitime. C'est le cas, par exemple, des résistants qui étaient emprisonnés lors de la Seconde Guerre mondiale et qui mentaient sur les actions de leur réseau. Ici, le mensonge est tout à fait justifiable pour la société. L'intérêt général commandait ce mensonge pour lutter contre le nazisme et pour protéger les résistants. Il était une arme contre l'oppression et la terreur. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Y a-t-il encore des mensonges justifiables pour tous? Bien évidemment, il y a des cas dans lesquels le mensonge est au service de l'intérêt général. Il permet de protéger les intérêts des personnes. Nous pouvons penser ici au mensonge lors des enquêtes judiciaires. Les médias nous retranscrivent souvent les paroles du procureur, qui nous dit que l'enquête est au point mort, qu'ils n'ont aucune information quant à l'affaire en cours. Mais la réalité est souvent tout autre. Parfois, le procureur va nous dire qu'il recherche un homme d'1,80 m aux yeux bleus, par exemple, alors que le suspect principal est une femme. Ce mensonge permet aux enquêteurs de continuer leur enquête en toute discrétion, et ils pourront mieux appréhender la personne mise en cause, car elle n'est pas inquiétée, et elle baissera sa garde. Ici, le mensonge est justifiable pour tous, car il permet aux enquêtes judiciaires de se dérouler efficacement. Personne ne le remettra en cause. Mais parlons également de ces mensonges que nous avons tous connus et que la majorité d'entre nous trouve légitimes. Qui n'a jamais cru au Père Noël étant enfant? Qui n'a jamais eu cette joie de récupérer une pièce déposée par la petite souris sous son oreiller?
Qui n'a jamais menti pour cacher l'anniversaire surprise de son ami? Tous ces mensonges sont justifiables pour la plupart d'entre nous. Ils sont nécessaires pour faire rêver les enfants ou pour rendre une surprise encore plus belle. Mais ce ne sont pas les seuls mensonges que l'on entend régulièrement. Qu'en est-il de toutes ces convenances que vous avez adoptées au détriment de la vérité? N'avez-vous jamais dit à un proche qu'il n'avait pris aucun kilo pendant les fêtes, alors que la vérité semblait dire le contraire? N'avez-vous jamais dit à un collègue la veille de son procès que son dossier était bien ficelé, dans le but de ne pas trop l'inquiéter, alors que vous aviez de réels doutes quant aux chances de gagner cette affaire? N'avez-vous jamais menti en disant que le repas auquel vous étiez invité était excellent, alors que vous aviez eu peine à le finir? Dans les rapports humains, les convenances l'emportent parfois sur la vérité. Et je pense que nous sommes d'accord pour dire que certains petits mensonges valent mieux qu'une vérité, parfois trop dure à avouer. Ma contradictrice ne sera sûrement pas opposée à cette idée. Nous ne pouvons pas nier le fait que certains mensonges sont justifiables pour tous, qu'ils sont acceptés par la société. Mais elle vous dira certainement que bien des mensonges ne sont pas justifiables, car ils ne sont pas acceptables par tous, ils ne sont pas nécessaires à la société entière. Oui, elle pourra vous dire cela. Toutefois, elle se trompera en affirmant que le mensonge n'est pas justifiable. Le mensonge n'est parfois pas justifiable pour tous, mais il est justifiable au moins pour celui qui le dit. Je vous le répète, le sujet qui m'a été donné ne me demande pas de vous montrer que le mensonge est légitime et qu'il est accepté par tous. Non, il est question aujourd'hui de savoir si le mensonge est nécessaire pour certains. Et je vous l'affirme, tout mensonge est nécessaire, au moins pour le menteur. La fin justifie les moyens. Le but recherché par le menteur justifie le mensonge. Tout mensonge est donc justifiable. Cela n'empêche pas la sanction du mensonge par le droit. Non, le mensonge peut être sanctionné, quand bien même il est justifiable. Notre droit actuel sanctionne le mensonge. Par exemple, le dol en droit des contrats mène à une sanction, la nullité. Dans la même lignée, le droit pénal sanctionne plusieurs comportements mensongers, tels que la dénonciation mensongère ou l'usurpation de fonction. Des services de l'État ont même été développés pour éviter le mensonge. C'est le cas par exemple des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Oui, les incriminations applicables dans différentes branches du droit sanctionnent le mensonge lorsqu'il est nuisible. Mais cela ne nous empêche pas de considérer que ces mensonges sont justifiables. Reprenons le dol par exemple. Le dol est la tromperie, la manœuvre destinée à faire contracter l'autre partie. Lorsque quelqu'un loue une maison et fait des déclarations mensongères sur le confort de celle-ci, dans le but de contracter avec le potentiel locataire, ceci est constitutif d'un dol. Le droit sanctionne donc le mensonge ici. Mais ce mensonge est justifiable pour le bailleur, car il est nécessaire pour lui. Notamment, il est utile pour qu'il puisse louer son bien. Dans la même optique, l'entreprise qui se fera sanctionner pour publicité mensongère le fait pour une raison qui rend son mensonge justifiable. Elle le fera pour attirer plus de clientèle, par exemple. Et même si ce comportement réprimé par le droit n'est pas moralement correct, il est justifiable. En ce sens, tout mensonge est justifiable pour le menteur. Le droit est parfois plus tolérant vis-à-vis du mensonge. Il l'accepte dans certaines situations. C'est le cas, par exemple, du petit mensonge sur un CV qui a été accepté par la Cour de cassation dans une certaine mesure. C'est le cas également pour la famille proche d'un criminel qui est autorisée à mentir en disant qu'elle ne sait rien quant à son crime et qui ne pourra pas être poursuivie pour non-dénonciation de crime grâce à l'immunité accordée par l'article 434-1 du Code pénal. En fait, la question n'est pas de savoir si le droit l'accepte ou non. Peu importe, en réalité. L'important est de retenir que tout mensonge est justifiable. Que ce soit pour un dol réprimé par la loi ou pour un petit mensonge sur un CV que la jurisprudence tolère, le menteur a toujours des raisons qui rendent son mensonge justifiable de son point de vue. Mais le mensonge n'est pas utilisé uniquement dans un cadre restreint. Ainsi,
qu'en est-il de tous ces mensonges politiques que vous avez sûrement en tête? Souvenons-nous de cette période du 28 avril au 10 mai 1986, pendant laquelle le gouvernement français affirmait que le nuage radioactif de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière. Souvenons-nous des mensonges de l'administration Bush sur les armes de destruction massive afin de justifier la guerre d'Irak. Souvenons-nous de toutes ces promesses entendues lors des campagnes présidentielles qui n'ont jamais été suivies. Ces mensonges ne sont pas justifiables pour nous. Nous les trouvons honteux et nous nous sentons parfois manipulés dans un tel contexte. Mais ces mensonges sont justifiables pour nos politiques. Ils sont nécessaires pour eux. Parfois, ces mensonges se justifient pour préserver la cohésion de l'État. Mais ils sont surtout justifiables pour nos politiques qui utilisent le mensonge pour appuyer leur influence. En mentant sur la catastrophe qui venait de se produire à Tchernobyl, le gouvernement empêchait une panique générale et cachait son impuissance face aux événements, aux grandes dames de la crédibilité de la parole politique. En mentant sur la capacité militaire de ses adversaires, l'administration Bush justifiait son positionnement et légitimait son action. En mentant lors des campagnes présidentielles, nos présidents ont conquis le pouvoir et sont arrivés à leur fin, tout en sachant qu'ils mentaient. Lorsque François Hollande, en 2012, nous promettait la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, le droit de vote des étrangers aux élections locales ou encore la réduction du déficit public à 3% du PIB, il savait déjà qu'il nous mentait. Mais ce mensonge était justifiable pour lui, car il allait lui permettre d'accéder au pouvoir. Oui, tous ces mensonges de grande ampleur sont justifiables pour eux. D'autres mensonges concernant les personnalités politiques ont également été révélés au grand jour. Prenons par exemple le mensonge de Jérôme Cahuzac, qui refait la une de nos journaux. En affirmant ne pas avoir de compte à l'étranger devant la représentation nationale et en voulant lutter contre les tricheurs tout en fraudant lui-même, Jérôme Cahuzac a menti à la France entière. Il est jugé aujourd'hui une seconde fois pour répondre de son comportement. Oui, nous nous accordons tous pour dire que son mensonge était indigne et nous ne l'acceptons pas. Mais ce mensonge reste justifiable pour lui. Avide de pouvoir tout en étant guidé par une certaine cupidité, Jérôme Cahuzac a été rattrapé par la vérité. Mais il a des raisons qui rendent son mensonge justifiable de son point de vue. De la même façon, les fraudes et les mensonges de François Fillon l'ont rattrapé et ont engendré son échec politique. Mais quoi que l'on en pense, ces mensonges restent là aussi justifiables pour lui, pour ses propres raisons. L'opinion publique est outrée par ces mensonges. Elle les trouve inadmissibles. Ces deux hommes ont été guidés par l'appât du gain dans un premier temps, puis par la peur ensuite. Jérôme Cahuzac a sûrement eu peur de la sanction et a menti pour essayer d'échapper à la justice. François Fillon a maintenu son mensonge, certainement dans le but de ne pas perdre le leadership de son parti et surtout pour rester dans la course au pouvoir. Ainsi, ces mensonges sont justifiables de leur point de vue. Mais les mensonges ne sont pas uniquement présents dans le cadre politique. Ils sont omniprésents au sein du fonctionnement judiciaire également. Ainsi, qu'en est-il de tous ces mensonges entendus dans nos prétoires? Nous savons que le témoin qui ment peut être poursuivi pour faux témoignage, car il jure de dire la vérité devant le tribunal. Mais malgré cette sanction, son mensonge peut être justifiable. Oui, lorsque le témoin est un proche de l'accusé qui se trouve dans le box, ne pensez-vous pas que son mensonge est justifiable? Nous pouvons comprendre son mensonge, car il est nécessaire pour cette personne qui veut sauver l'accusé. Ce mensonge n'est pas justifiable pour la plupart d'entre nous, mais il est justifiable pour ce témoin. Et que penser du mensonge qui émane de l'accusé lui-même? Comme l'a rappelé récemment l'avocat de Nordal-Lelandais, le mensonge en droit français n'est pas un délit. Le mis en cause dans une affaire criminelle peut mentir. Ceci n'est pas accepté par l'opinion publique. Lorsqu'on parle d'affaires criminelles, la plupart des gens condamnent le mensonge des accusés et ne le trouvent absolument pas justifiable. Oui, le mensonge n'est pas justifiable pour eux, mais il l'est
pour le mis en cause. Celui qui est suspecté ment par nécessité pour lui, souvent pour sauver sa peau, parfois parce qu'il n'accepte pas lui-même l'acte perpétré. En ce sens, son mensonge est justifiable de son point de vue. Le rôle de la justice est alors de passer outre ce mensonge en rapportant des preuves permettant de révéler la vérité. Monsieur le Président, messieurs membres du jury, mesdames, messieurs membres du public, chères contradictrices, vous l'aurez compris, tout est question de point de vue. Le mensonge n'est pas toujours justifiable pour vous. Il n'est jamais justifiable pour les victimes, mais il est toujours justifiable pour celui qui l'utilise. Je vous remercie. Messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les spectateurs qui ont bravé la neige, ma chère contradictrice, bonjour. Le mensonge est-il justifiable? Je vous répondrai non. Je vais vous prouver aujourd'hui que le mensonge est toujours injustifiable. Et oui, peut-être pensez-vous, comme le dit l'adage populaire que ma contradictrice a cité, que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais alors devrais-je quitter cette salle et partir? Eh bien non, non, je ne veux pas rejoindre la caverne des tutelles. Je ne veux pas rester dans cette ombre des mensonges. Je vais aujourd'hui vous prouver que le mensonge n'est jamais justifié. Je vais vous dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité, je vous le jure. La vérité, mesdames et messieurs, c'est que le mensonge est injustifiable. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la définition du mensonge et aux conséquences qu'il faut en tirer. Ensuite, nous nous intéresserons aux pseudo-justifications du mensonge au niveau personnel et aux yeux de la société. Et je vous montrerai que ces justifications ne sont pas justifiées. Donc d'abord la définition. Comme ma contradictrice l'a dit, le mensonge, et selon le dictionnaire du Larousse, c'est l'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité. C'est déguiser sciemment la vérité, comme vous avez dit. Il y a deux choses intéressantes dans cette définition. Tout d'abord, le terme volontaire, l'intention. Un mensonge, c'est toujours une intention de cacher, quelque chose de volontaire, un acte positif. Et ensuite, la vérité. Il en existe différentes formes. Quelles conséquences faut-il tirer de cette définition? Il y en a trois principales. Tout d'abord, l'erreur est humaine et elle ne doit pas être confondue avec le mensonge. En effet, comme je viens de le souligner, le mensonge est toujours intentionnel. C'est toujours une volonté de mentir. Si par exemple, je vous dis maintenant, j'ai rendez-vous au restaurant après cette plaidoirie, que je suis convaincue à l'heure actuelle que je vais aller au restaurant après cette plaidoirie, mais que des circonstances extérieures font que finalement je n'y vais pas. Je n'ai pas cherché à vous cacher la vérité. Je ne savais pas que cette vérité n'existait pas. Par conséquent, toutes les justifications que vous pourriez penser qui sont justifiées, par exemple le mensonge par omission, sont en réalité des erreurs de langage. Ce sont des erreurs, ce ne sont pas des mensonges. Ensuite, comme ma contradictrice l'a soulevé, vous pourriez penser que le mensonge est justifié par des causes supérieures. Par exemple, Jean Moulin qui mentait pour ne pas dénoncer ses amis les résistants. Ou encore, c'est vous qui mentez demain quand la Gestapo vient vous demander où sont les Juifs et que vous répondez chez la voisine alors que c'est un mensonge. Vous me direz, ce mensonge est tout à fait justifié. Eh bien non, encore une fois, mesdames et messieurs, vous faites une erreur de langage. Vous gardez un secret, vous ne mentez pas. Quand Jean Moulin décide de ne pas dénoncer ses amis, il conserve un secret. Maître qui est présent aujourd'hui, dans votre profession, parle-t-on de mensonge professionnel ou secret professionnel? Bien entendu, l'on parle de secret professionnel. Preuver que l'on peut garder un secret, mais que ce n'est pas la même chose que le mensonge. Et je pense qu'il faut faire très attention à user correctement du terme mensonge, qui est toujours une action volontaire et intentionnelle de cacher la vérité. Donc finalement, toutes les justifications que vous pourriez penser, par exemple, il y a une cause supérieure qui justifie que je mente, sont en réalité
le fait que vous gardiez un secret. Il y a certains secrets qui sont déterminés par la loi. Mais aujourd'hui, le débat n'est pas le secret est-il justifiable, c'est le mensonge est-il justifiable. Voilà. Et enfin, une dernière conséquence qu'il faut tirer de cette définition, c'est le fait qu'il existe plusieurs vérités et qu'il ne faut pas confondre vérité et interprétation. Il y a autant de vérités que de personnes présentes dans cette salle. Pour certains, Dieu existe, pour d'autres, il n'existe pas. Ce n'est pas pour autant un mensonge. Un mensonge est toujours une action volontaire, intentionnelle. Donc il ne faut pas confondre interprétation et mensonge. Certains vont interpréter une vérité différemment de la manière dont vous le ferez. C'est pourquoi j'ai d'abord voulu revenir sur la définition même du mensonge, qui est un acte volontaire, pour vous prouver que finalement, ce terme est souvent confondu avec d'autres termes, l'erreur, le secret, ou encore l'interprétation de la vérité. Maintenant, intéressons-nous aux soi-disant justifications du mensonge au niveau personnel, comme l'a souligné ma contradictrice. Vous savez, c'est cette idée que les menteurs mentent par intérêt, que finalement, en fait, le mensonge est totalement justifié par la ruse, le calcul, l'expiation, la déresponsabilisation, etc. Par exemple, un prévenu qui chercherait à minimiser sa responsabilité, il va donc mentir. Et vous pensez, bien entendu, que le mensonge est toujours justifié par l'intérêt personnel. Eh bien non, mesdames et messieurs, encore une fois, vous vous trompez. Parce que le mensonge, c'est une prison. Une fois que vous entrez dans le mensonge, vous n'en ressortez plus. Prenez par exemple Cédric Rey. C'est cet homme qui a menti en se faisant passer pour une victime du Bataclan. Il a même demandé une indemnisation alors qu'il n'était pas présent au Bataclan. Il l'explique lui-même. Au début, il a voulu mentir pour exister. Les caméras sont venues vers lui, il s'est senti vivant. Il a aimé ce sentiment, il a continué de mentir. Mais finalement, rapidement, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus sortir de son mensonge, qu'il s'était enfermé dans une prison angoissante. Donc vous pensez qu'en fait, le mensonge est justifié par votre intérêt personnel. Mais non, parce que tous les sentiments que vous essayez de dégager, à un moment précis, finiront toujours par revenir. Et la responsabilité finira toujours par revenir sur Cédric Rey. Et aujourd'hui, je pense que plus personne ne le croira, et finalement, c'est le pire pour lui. Comme disait Alexander Pope, celui qui dit un mensonge ne prévoit point le travail qu'il entreprend, car il faudra qu'il en invente 1000 autres pour soutenir le premier. Et finalement, c'est ça, le mensonge, on va culpabiliser, on va s'enfermer dans une prison puisqu'on va culpabiliser, on va se sentir responsable et anxieux. La vérité va alors apparaître comme salvatrice. Vous savez, c'est aussi cette idée de certains condamnés qui vont quitter un procès et dire au jury « merci, merci d'avoir fait émerger la vérité ». La vérité est salvatrice, et quand vous mentez par intérêt personnel, vous ne vous rendez pas compte que vous vous enfermez dans une prison. Mais qu'en est-il du soi-disant mensonge qui se justifierait aux yeux d'autrui? C'est comme ma contradictrice qui l'a dit, vous savez, cet adage « toute vérité n'est pas bonne à dire ». C'est ce qu'on appelle le pieux mensonge, le mensonge d'empathie, de pitié, d'amour. C'est, par exemple, le mensonge que vous allez dire à une personne qui est atteinte d'un cancer en lui mentant sur son vrai état de santé. Vous allez décider de lui améliorer, par exemple, son état de santé en pensant que cela la rendra plus heureuse, plus optimiste. Ou encore, c'est ce mensonge que vous dites à la petite Léa, qui cherche son chat Minouche depuis 10 minutes, que vous venez de voir écraser par la nouvelle BM du voisin, et vous lui mentez en lui disant « mais non, ne t'inquiète pas, ton chat est à une soirée croquette ». Ou encore, c'est ce mensonge que vous faites à vos petits-enfants qui viennent vous voir avec les yeux pleins d'étoiles et vous demandent « mais grand-père, le Père Noël, il existe ?» Et vous lui répondez « oui, oui, ma chérie ». Et là, elle vous demande « ah, bah cette année, j'aimerais une poupée à 100 € qui pleure et qui parle tout le temps ». Déjà, vous êtes en train de regretter votre mensonge. Mais voilà, c'est ce mensonge que l'on fait par amour, parce que l'on aime, c'est ce mensonge que l'on fait par empathie. Vous me direz, il est toujours justifié aux yeux d'autrui. Ma contradictrice l'a souligné. Eh bien non, encore une fois, mesdames et messieurs, vous vous trompez totalement. Au nom de quoi décidez-vous à la place des gens? Nous sommes dans une société démocratique. Nous n'avons pas à décider à la place des gens. Vous avez les clés de la vérité entre les mains, les clés du savoir, et vous décidez volontairement de ne pas les transmettre à Léa, de ne pas les transmettre à ce malade. Vous n'êtes pas devin, vous ne savez pas comment ils vont réagir. Peut-être que cela va les rendre plus optimistes, ou peut-être pas, mais en tout état de cause, ce choix ne vous appartient pas. Chaque être est le capitaine de son destin, il a le droit à la vérité qui l'intéresse.
Et jamais un mensonge ne se sera justifié par le bien d'autrui. Finalement, quand vous mentez à autrui, vous êtes un peu un dictateur. Parce que notre histoire est parsemée de dictateurs qui mentaient pour le soi-disant bien du peuple. Non, mais on ne va pas trop leur dire que l'économie va mal, vous comprenez, ils risquent de se rebeller. Eh bien voilà, c'est ça. Vous êtes un dictateur quand vous mentez à autrui, parce que vous choisissez de décider à la place de quelqu'un d'autre. Or, c'est totalement antidémocratique. À ce moment-là, allez voter pour Léa, allez voter pour ce malade. Ou je veux dire, soyez eux. Non, ce n'est pas possible. On n'a pas le droit de décider à la place des gens. On doit leur transmettre toute vérité qui les intéresse. Finalement, quand vous décidez à leur place, vous vous placez en état de supériorité par rapport à cette personne. Vous pensez être un être supérieur qui a droit à la vérité, mais elle n'a pas droit. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire que finalement, le mensonge n'est jamais justifiable aux yeux d'autrui, n'est jamais justifiable par intérêt personnel. Mais est-il justifiable aux yeux de la société? Eh bien, encore une fois, la réponse est négative. Le mensonge est totalement injustifiable aux yeux de l'humanité. En effet, toute l'histoire de l'humanité, de la société française, c'est un combat incessant contre le mensonge. Revenons à l'allégorie de la caverne de Platon. Vous savez, ces hommes qui étaient dos à la lumière et qui ne voyaient que des ombres, des chimères. Ils pensaient que c'était la vérité. Eh bien, mesdames et messieurs, ces ombres, c'étaient les mensonges. Ces chimères, c'étaient les mensonges. Vous devez vous dégager du mensonge, vous retourner pour atteindre la vérité, la lumière. Et en fait, tout le combat de l'humanité, c'est la transmission du savoir, la transmission de la vérité. Et le mensonge entachera toujours fondamentalement cette transmission. Peut-on imaginer s'émanciper dans le mensonge? Non, c'est impossible. Tout le combat des Lumières, le combat de Kant, c'est un combat contre le mensonge. Finalement, il faut avoir les clés du savoir, il faut les transmettre. Et quand vous mentez, vous niez cette transmission. Le progrès social passe de facto par la libération du mensonge. Et aucune justification du mensonge ne trouve grâce aux yeux de l'humanité. Prenons un dernier exemple, Galilée, qui dit « Eppur si muove », et pourtant elle tourne. Vous savez, ce jour-là, face à un tribunal populaire, il a déclaré haut et fort « La terre est plate », alors qu'il savait qu'elle était ronde. Ce jour-là, il a menti. Vous me direz, mais combien de personnes dans cette salle ne mentiraient pas pour sauver sa vie? Voilà une justification ultime, sauver sa vie. Eh bien non, mesdames et messieurs. Combien d'années d'obscurantisme ce mensonge a-t-il coûté à l'humanité? Pendant combien d'années avons-nous continué de croire que la Terre était plate alors qu'elle était ronde? Et oui, parfois nous découvrons des vérités qui nous dépassent et il est de notre devoir de les transmettre. Le débat d'aujourd'hui n'est pas avons-nous le droit de mentir ou non, mais le mensonge est-il justifiable? Et non, il ne l'est jamais aux yeux de l'humanité. Prenez Hypatie d'Alexandrie, cette philosophe grecque. Elle aussi, elle a eu le choix de Galilée à faire. Elle avait la connaissance, elle aurait pu mentir et sauver sa vie. Mais non, parce qu'elle savait que le mensonge, c'était un renoncement. Mentir, c'est renoncer au savoir, à la connaissance. Et elle a décidé de garder son mensonge jusqu'à être lapidée vivante. Alors oui, en fait, la question, c'est vraiment, parfois on découvre des vérités qui vont nous dépasser, qui sont vitales à l'humanité. On doit alors choisir entre mourir pour l'avènement du savoir de l'humanité ou vivre dans l'obscurantisme, dans le mensonge. Et c'est pourquoi je pense que fondamentalement, le mensonge n'est jamais justifiable pour l'avènement du savoir. Et pour conclure, aujourd'hui, je n'ai pas voulu vous dire qu'il ne faut jamais mentir, parce que c'est idéaliste, c'est irréalisable. Je n'ai pas voulu vous dire non plus si nous avions le droit ou non de mentir, parce que ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, nous voulions savoir si le mensonge était justifiable ou non. Il est injustifiable à tous les niveaux, au niveau de la personne, au niveau d'autrui et au niveau de l'humanité. Et finalement, j'ai voulu démontrer que les hommes sont amoureux, ils sont orgueilleux, ils aiment leurs femmes, ils aiment leurs hommes, ils aiment leurs enfants. Donc finalement, par nature, l'humain est faible. Et que fait-il parce qu'il est faible? Il ment. Mais ces faiblesses sont dépassables. L'avènement d'une humanité meilleure passe par le dépassement de cette faiblesse qui nous amène à mentir, passe par le dépassement du mensonge, parce que le mensonge, c'est un renoncement au savoir.
Attention, je ne vous dis pas de sortir de cette salle et d'aller dire à tous les enfants dont vous croisez la route, vous savez, le Père Noël n'existe pas. Non, bien sûr que non. Nous devons transmettre le savoir, mais progressivement, petit à petit, en temps et en heure. Mais en tout état de cause, un mensonge entachera toujours ce savoir. Donc il ne faut pas mentir. Nous avons la chance d'avoir une langue très riche. Nuançons la vérité et mettons des réserves pour qu'elle soit moins brutale. Un médecin qui sait que sa patiente est atteinte d'un cancer ne lui dira jamais « tu vas avoir un cancer, tu es condamné, point ». Non, il lui dira « tu as un cancer, tel traitement est possible, tel traitement est disponible ». Voilà, il faut nuancer la vérité pour qu'elle soit moins brutale. Mais en tout état de cause, il faut toujours transmettre la vérité et un mensonge entachera toujours fondamentalement cette vérité. Et finalement, le mensonge, c'est l'obscurité dans la quête de la vérité. Et mentir, c'est nuire à l'humanité. Jean Jaurès disait que le courage, c'est de rechercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge. Alors, chères contradictrices, maintenant que les lumières se sont levées, que vous êtes sortis de votre caverne, trouvez-vous encore quelques justifications au mensonge? Bonjour, chers membres du jury, Monsieur le Président, mais aussi chers amis étudiants, professeurs qui sont venus nombreux aujourd'hui pour nous soutenir, merci. Alors, c'est un véritable honneur aujourd'hui d'être dans ce lieu si prestigieux, dans cette finale du concours de plaidoirie, et en plus, je dois saluer le hasard du destin qui fait de moi aujourd'hui un survivant, le dernier des hommes dans cette compétition. Et c'est avec un véritable plaisir. En tout cas, mesdames, cela ne saurait me déplaire d'être parmi vous, et je tiens à vous le dire. Alors, je vais commencer ici ma plaidoirie en étant honnête, par une confession, celle que je ne suis pas un érudit sur la question de l'intelligence artificielle, mais que, à travers un travail acharné de recherche, de documentation, je me suis construit une connaissance solide pour me faire mon propre point de vue à cette question de l'intelligence artificielle. En sachant que l'intelligence artificielle est un domaine très vaste, pointu, dans lequel je vais essayer de vous expliquer assez simplement, de manière simple, non pas simpliste, qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle, quels sont ses avantages. Alors, qu'est-ce qui m'a permis justement à cette question de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle est un gain pour la justice? Ma réponse est oui. J'en suis intimement convaincu que c'est un gain pour la justice, tout autant que ça l'est pour la société. Et je vais vous demander tout autant d'être honnête aujourd'hui, et en fait de mettre de côté certaines de vos certitudes sur l'intelligence artificielle, qui sont pour beaucoup des préjugés. Parce que s'il y a bien une certitude que j'ai acquise pendant mon enquête, c'est que pour la plupart d'entre nous, nous avons finalement une perception faussée de ce qu'est l'intelligence artificielle. Mais cela est pour beaucoup le fruit de notre imaginaire collectif, celui qui est véhiculé par les médias de masse, à travers les films à succès hollywoodiens, notamment ceux de Steven Spielberg, ou encore la littérature contemporaine, à travers les romans d'Asimov. C'est pour ça que, en bon juriste, je vais m'atteler à définir les termes du sujet. Tout d'abord, commençons, et je prends le plaisir de définir la justice, parce qu'elle est beaucoup plus simple, même si on pourrait y débattre des heures. La justice désigne une valeur, un concept, un concept moral, un concept philosophique. Dans sa définition plus juridique, la justice désigne cette fonction souveraine de l'État qui a pour but de trancher les litiges entre des sujets de droit et par la même occasion, à travers les lois, justement, de pouvoir réprimer les comportements sociaux. Ensuite, un gain est une évolution, un avantage, et c'est là où cela devient plus compliqué, définir l'intelligence artificielle. Et ici, je vais commencer par plutôt un questionnement. Comment vous définiriez l'intelligence artificielle? Et quelle est l'image qui vous vient en tête lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle? Je vous laisse quelques secondes pour méditer à cela. J'en suis
pour beaucoup, j'imagine que l'image qui vous vient quand on parle d'intelligence artificielle, c'est celle de robots. Non, je ne suis pas magicien. C'est bien parce que pour beaucoup, cette perception est quelque peu tronquée. Mais ce raccourci est dangereux pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, ces raccourcis, ces perceptions biaisées, c'est à partir de cela que nous posons, ou plutôt que nous posons un jugement sur l'intelligence artificielle, à partir de cette donnée tronquée. J'ai envie de dire que le syllogisme est déjà faux, la majeure. Alors, parce que quand on regarde certains sondages, 2/3 des Français ne savent pas ce qu'est un algorithme. Et ce sont exactement ces 2/3 de Français qui disent craindre l'intelligence artificielle, parce que la perception qu'ils ont est quelque peu faussée. Et je l'espère aujourd'hui que ma contradictrice aujourd'hui ne jouera pas sur ce terrain, celui de l'ignorance, et je dois le dire que la frontière est un petit peu poreuse entre l'ignorance et la peur de quelque chose. Et c'est un petit peu les mêmes ressorts qu'utilisent les plus grands démagos racistes, en jouant sur l'ignorance que nous avons de quelque chose pour nous faire peur. Pour preuve, ils utilisent cette idée de symbolique à travers la symbolique, ces représentations un petit peu galvaudées. En l'occurrence, le démago raciste jouera sur la symbolique du jeune noir ou arabe, avec un peu de chance musulman qui vendra de la drogue, qui est une menace pour la société, comme les anti-intelligence artificielle joueront sur la symbolique du robot tueur, doté d'une intelligence supérieure, un petit peu comme dans Matrix. Et ces démagos arriveront à cette même crainte, la crainte pour le travail, en insistant que l'étranger, à travers l'image du plombier polonais, viendrait voler le travail. Et donc une crainte pour les Français. Tout comme le robot, avec l'idée que l'intelligence artificielle réduirait presque de 50 à 90% les métiers que nous avons aujourd'hui. Ce qui est faux parce qu'on oublie, un petit peu comme le machinisme au moment de la révolution industrielle, que l'intelligence artificielle, certes, détruira des métiers, mais en créera de nouveaux, avec peut-être une plus grande valeur ajoutée. Mais vous voyez, ce sont ces raisonnements un petit peu simplistes qui font que finalement, nous ne nous posons pas forcément la question de manière juste. Alors, prenons une définition du Larousse. Qu'est-ce qu'est l'intelligence artificielle ? Elle se définit par l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine, tels que le raisonnement ou l'apprentissage. Et cette définition illustre bien que l'intelligence artificielle renvoie d'abord plus à des logiciels informatiques performants ou des outils numériques performants qui seraient au service de l'homme et non pas à cette idée dite de robot tueur. Il faut démystifier l'intelligence artificielle. Au risque d'en décevoir quelques-uns, l'intelligence artificielle n'a rien de nouveau. C'est même quelque chose de très ancien. Et des groupes de discussion, depuis une quarantaine, cinquantaine d'années, se sont mis en place pour discuter justement du droit et de l'intelligence artificielle. Et moi, je dirais que pour aborder l'intelligence artificielle, il faut la regarder de manière concrète, ce qu'elle est, et non pas essayer de l'imaginer dans 100 ou 200 ans. Parce que, messieurs, rappelez-vous, et là, je vais faire appel à la mémoire de nos plus anciens, lorsque vous étiez encore de jeunes adolescents innocents, et qu'on vous parlait des années 2000. Pour beaucoup, on parlait des années 2000 comme d'un monde avec des voitures volantes, où les machines remplaceraient les coiffeurs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, méfiez-vous de ceux qui vous parlent de 2040-2050 comme d'une menace, d'une ère robotisée. Regardons-la de manière concrète, pragmatique. Aujourd'hui, en tant que juriste, nous sommes les premiers justement à utiliser l'intelligence artificielle à travers les bases de données que sont Légifrance, Dalos. Et elles nous permettent d'avoir un accès à l'information rapidement grâce à des algorithmes qui vont nous permettre de traiter des milliers de décisions de justice. Étant cela, c'est un gain parce que ça permet d'abord de fluidifier l'information juridique. Alors, il est vrai que l'intelligence artificielle
soulève de nombreuses interrogations. D'abord, elle nous questionne sur notre propre intelligence, sur la propre capacité cognitive des hommes. Alors, il est sûr que dans certains domaines, l'intelligence artificielle, les machines sont plus performantes que nous. Mais nous, notamment dans le calcul, dans la statistique, mais n'oublions pas que cette intelligence est quelque peu compartimentée, là où l'intelligence de l'homme est plutôt générale. Et à la différence, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes au-dessus des autres espèces sur cette planète, c'est que nous disposons d'une intelligence conceptuelle. C'est ce qui nous permet de conceptualiser l'État, Dieu, ou encore des systèmes juridiques complets. Et donc, pour beaucoup de scientifiques, il paraît très peu probable, finalement, que les machines ou l'intelligence artificielle puissent avoir une intelligence, une conscience d'elles-mêmes. Et là, serait peut-être le risque. L'intelligence artificielle interroge aussi sur le plan moral, philosophique, éthique, à travers des mouvements tels que le transhumanisme, dans lequel il y aurait une quête presque transcendantale d'un homme supérieur qui serait transformé à travers, grâce à la technologie. Cela pose de véritables questions éthiques, mais ce n'est pas ici la nature ni le lieu pour en discuter. Ici, il est question de savoir, est-ce que l'intelligence artificielle est un gain pour la justice? Et j'en suis intimement convaincu, et je dis oui. Alors, je ne jouerai pas la carte du progrès, parce que cela aurait quelque chose d'assez dogmatique, en justifiant l'intelligence artificielle par le seul biais du progrès. Parce qu'on sait que le progrès est pour beaucoup synonyme de catastrophe, notamment la destruction de peuples justement comme les Indiens d'Amazonie, qui étaient une civilisation assez brillante. En fait, ici, il faut regarder l'apport de l'intelligence artificielle à travers un débat de valeurs. Quelles sont finalement les valeurs qui sont en jeu? Quelles sont les valeurs de notre société, de la justice? Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet de faire un gain dans ce combat de valeurs. Parce que finalement, si nous ne basons pas sur les valeurs, sur quoi nous basons-nous? Sur très peu de choses. Parce que à n'importe quel résultat, finalement, nous pourrions vaciller, changer de cap. Et alors, les valeurs de notre société, ce sont bien d'abord, et de la justice, de lutter contre toute forme d'injustice. Et ensuite, en nous basant sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui énonce que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Et là, on peut voir que les valeurs qui en ressortent, comme on l'a dit, l'égalité, droit à un délai raisonnable, c'est-à-dire de voir son affaire traitée dans un temps convenable, et l'impartialité. Et on va voir que grâce à l'apport de l'intelligence artificielle, dans ces valeurs-là, nous sommes toujours un peu plus en adéquation avec nos valeurs. Parce que, bien que la justice, aujourd'hui, et nous pourrons être fiers du système juridique français, parce qu'il nous apporte des garanties. Et nous avons, et c'est même selon les études de l'OCDE, l'un des systèmes juridiques les plus performants. Mais bien sûr, rien n'est parfait. En reprenant le fil de la pensée du doyen Carbonnier, qui disait que le droit n'est pas cet absolu dont souvent nous rêvons. Je ferai le parallèle avec la justice. La justice n'est pas cet absolu dont souvent nous rêvons. Il n'est pas parfait. Et ça, malgré justement le courage, mais aussi le dévouement de nos magistrats au quotidien, il y a un problème de fond, justement, à travers la justice, à travers cette quête tout le temps de la rationalité des coûts. Et donc, l'intelligence artificielle permet de compenser cela, notamment à travers la mise en place de logiciels qui nous aideraient à travers la justice prédictive. En fait, c'est une justice qui, basée sur des logiciels, permet de réaliser des statistiques et des probabilités sur la solution à un problème juridique donné. Ici, il n'est nullement question de remplacer la machine, de remplacer l'homme par la machine, mais simplement d'être un complément, de l'accompagner. Et là, justement, dans le travail, par exemple, du juge, de pouvoir l'aiguiller. Et c'est ce qui permettrait au juge de dégager un peu plus de temps et de gérer, quelquefois, les dossiers plus rapidement.
mais aussi une valeur qui est essentielle, celle de l'égalité. Nous savons tous que nous ne sommes pas tous à égalité devant la justice, entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. Parce que vous devez tous, pour beaucoup, avoir des proches qui se sont fait licencier de manière un peu injuste par leur entreprise. Et pour beaucoup, avaient connaissance que cette situation était injustifiée, mais n'avaient pas les moyens de consulter un spécialiste du droit pour lui demander son avis parce que cela lui coûterait une certaine somme. Alors, il abandonne toute idée de poursuite. Là, l'idée à travers la justice prédicative, il serait possible, comme dans certains pays, de mettre en place des logiciels, des applications qui anticiperaient à la fois les risques, mais la potentialité des gains. Et donc, qui pourraient pousser à beaucoup plus, qui pourraient donner beaucoup plus d'initiatives. Mais elle pourrait aussi favoriser les marques à travers les modes alternatifs de réconciliation. Dans le sens que, en sachant la possibilité de risque ou de gain potentiel, cela pourrait amener les parties à discuter au lieu de se battre à travers des batailles juridiques. Et cela serait une possibilité justement de désengorger nos tribunaux, qui aujourd'hui, je rappelle, pour certaines affaires, mettent plusieurs années avant d'arriver au bout et avoir une issue. Ensuite, la question de l'impartialité. Est-il sérieusement envisageable d'attendre d'un homme, aussi vertueux soit-il, une impartialité parfaite? Je dirais non, parce que nous sommes tous des hommes, avec nos faiblesses. Et donc, les juges sont des hommes comme nous. Ils peuvent se laisser trahir par leurs sentiments, par leurs ressentis, ou encore par le contexte. Pour preuve que le juge peut être influençable, j'ai ici une étude américaine qui démontre que dans 90% des cas, les affaires les plus médiatisées conduisent à des peines plus sévères. On voit bien que là, l'impartialité du juge est quelque peu touchée par l'effet, par l'impact médiatique. Il faut qu'il se montre sévère. Mais j'ai un exemple, plus drôle mais plus alarmant. Selon une étude sociologique menée en Pennsylvanie sur la justice, qui a démontré qu'une personne considérée comme belle, ayant commis la même infraction, avait 2 fois moins de chances d'être emprisonnée qu'une personne considérée comme moche. Alors, on peut dire que l'injustice est totale. Il y a une double sanction. D'abord celle de n'être moche, et en plus d'avoir 2 fois plus de chances de finir en prison. Vous voyez, finalement, l'intelligence artificielle nous permettrait d'un petit peu plus harmoniser les décisions de justice. Et cela montre bien, finalement, l'impartialité qui peut être, malheureusement, inconsciente de la part de nos magistrats. Alors, pourquoi nous refusons-nous d'utiliser une arme qui peut être une véritable avancée pour la justice? Bien qu'il faut nuancer que l'intelligence artificielle reste une création de l'homme, donc imparfaite, et surtout qu'elle peut être programmée à travers des algorithmes de manière totalement arbitraire. C'est pour ça qu'il faut l'encadrer. Ne soyons pas utopistes, mais elle pourrait permettre de gagner en efficacité. De plus, je garde cette idée de ce sociologue qui disait que finalement, il est vrai que la justice doit rester dans les mains des hommes. Parce que le procès, il y a quelque chose de rituel, dans le sens où nous en sortons tous un petit peu grandis. Le juge, à travers l'expérience qu'il acquiert, mais le témoin par le fait de pouvoir s'exprimer, mais aussi celui qui sera condamné, parce que cette peine devrait lui permettre de réhabiliter, de revenir parmi nous au sein de la société. Et finalement, si en cour d'assises, les robots devaient plaider, là, nous perdrons un peu notre humanité. Parce que, bien sûr, il y a les peines, bien sûr, il y a les lois, mais il y a aussi l'émotion, il y a aussi l'émotion. Et je finirai ici en concluant avec la pensée de Francis Bacon, un philosophe du XVIe siècle, qui disait « Celui qui ne veut pas appliquer des remèdes nouveaux doit s'attendre à des maux nouveaux, car le temps est le plus grand des novateurs. » Et qu'en fait,
à chaque époque, il y a de nouvelles problématiques. Si nous ne voulons pas utiliser l'intelligence artificielle pour être plus efficaces au quotidien, d'autres le feront. Et souvent, ce sont ceux avec de mauvaises intentions, notamment la cybercriminalité ou les terroristes. Donc, ne soyons pas quelque peu archaïques ou ne restons pas sur la tradition, parce que comme l'avait dit Rawls, finalement, un principe qui se maintient sur la base de la tradition est des fois injuste, parce que l'ancienneté d'un principe ne justifie en rien que celui-ci soit juste, notamment par exemple l'esclavage. C'était pour beaucoup une tradition, mais en rien elle n'était justifiée. Mais surtout, n'oublions pas l'apport aujourd'hui, et j'espère vous avoir convaincu, et j'en suis même persuadé que je vous ai convaincu en tout cas. Merci beaucoup. Cher auditoire, messieurs les membres du jury, cher président, que ma voix s'élève, qu'elle résonne à en faire frémir les murs de cette salle solennelle. Car, comme nous le savons tous, la justice est avant tout humaine. Mais permettez-moi aujourd'hui, s'il vous plaît, faisons un petit peu preuve d'intelligence. Bien que je vous le concède, il est vrai que celle-ci peut se faire rare, parfois, chez certains de nos semblables. Saviez-vous que selon certains sondages, 60% des Français sont réticents ou n'ont pas confiance en l'utilisation de la voiture autonome? 51% sont méfiants, et je pèse mes mots, sont méfiants en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine médical. Dès lors, comment ne pas être circonspect lorsque retentit le chant des louanges de ces technologies dont la nature profonde vient heurter celle de la justice, justice qui est et doit rester humaine. D'ailleurs, l'un des écrivains les plus en vogue du moment l'a parfaitement énoncé dans son ouvrage Homo Deus, et cet écrivain est Yuval Noah Harari, et je ne peux que vous faire grâce de cette citation qui est d'une extrême justesse. Je me permets de le dire au micro afin que cela soit audible. Excusez ma taille. Bon. L'intelligence artificielle transformera certainement le monde, mais le scénario définitif n'est pas préétabli. Aux autorités publiques et aux professionnels du droit d'organiser la future justice pour qu'elle conserve son humanité. Conserver son humanité, c'est bien là tout l'enjeu. En effet, une justice sans humanité serait une justice sans âme. Vous comprendrez dès lors qu'on ne peut pas l'envisager d'une manière artificielle. Mais le problème surtout, et je l'ai remarqué, bien que mon cher adversaire l'a présenté avec conviction et ferveur, j'aimerais tout de même revenir sur cette notion d'intelligence artificielle, comprendre tout à fait ce qu'elle est, et notamment comprendre ce qui se cache derrière cette notion de gain. Car c'est en fonction de ces considérations-là que va en découler la forme de justice que nous désirons voir triompher. Alors, la robe ou le robot, faites vos jeux. L'intelligence artificielle, quelques mots, je vais être très brève. Effectivement, il ne faut pas se leurrer, nous ne sommes pas dans Terminator, et fort heureusement, et je l'espère, que nous n'y arriverons pas. Néanmoins, l'intelligence artificielle est un mécanisme basé sur le deep learning. Excusez mon accent quelque peu franc-comtois. C'est une machine que l'on entraîne de manière intensive sur une tâche et une mission précise. Là où je veux en venir, c'est que cette intelligence artificielle ne fournit pas d'intelligence telle que nous pouvons le faire. Elle n'est rien d'autre que des algorithmes, des calculs, des statistiques, des pronostics. Prenez le terme qui vous arrange. Et donc, là où le constat doit arriver, c'est qu'elle est effectivement dénuée de toute conscience. Et la conscience est bien là la pierre angulaire de notre justice. D'ailleurs, l'un
des plus illustres écrivains à mes yeux, l'avait parfaitement relevé, et je ne peux également que vous faire grâce de cette citation. Celui-ci s'exprimait et disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ainsi, aujourd'hui, personne ne contestera le fait que l'intelligence artificielle est une science qui, de plus, est sans conscience. Personne ne contestera non plus que réside dans le cœur de la justice une forme d'âme, en ce qu'elle encadre les hommes. Ainsi, ce qu'on peut faire comme constat, c'est que cet illustre auteur, qui n'est autre que Rabelais pour les fins connaisseurs, était un peu le Karl Lagerfeld de l'époque. En effet, c'était un avant-gardiste, puisqu'il a parfaitement démontré ma thèse, à savoir que l'intelligence sans conscience n'est que ruine de la justice. Cela étant dit, passons maintenant au gain. Le gain. Quand on parle de gain, a priori, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit si ce n'est que l'argent, la monnaie, le profit économique, n'est-ce pas? Eh bien, oui, je le confesse. Et en toute honnêteté, il est vrai. L'intelligence artificielle est une source, un torrent, un océan de profits économiques considérables voués à se développer dans les années à venir. Excusez-moi. Mais pouvons-nous faire le même constat? Pouvons-nous étendre cette logique à la justice? Il est hors de question de réduire ici la justice à un quelconque profit économique. Elle est bien plus que cela. Elle n'est pas aussi simple que cela. Elle est l'un des piliers de cette démocratie. Alors, vous me direz effectivement, nous ne pouvons appliquer ce syllogisme à la justice. Donc le profit économique, de côté. Alors, je reprends également l'argument de mon très cher adversaire, et il avait tout à fait raison. Parlons de gain de temps. Fluidité, aviez-vous dit, il me semble. Oui, très bien. J'aime cette hypothèse. Allons au maxima de celle-ci. Alors, si je suis le raisonnement, l'intelligence artificielle serait un gain pour la justice en ce qu'elle permet de rendre des décisions plus rapidement. Mais c'est un leurre, mais c'est une illusion. Permettez-moi de vous dire que c'est de la poudre de perlimpinpin. Non, c'est faux. Car rendre des décisions plus rapidement, oui, mais de bonne justice, qui le garantit? N'oublions pas ce que Voltaire a dit. N'oublions pas qu'un jugement trop prompt est souvent sans justice. Donc si je gagne du temps en rendant des décisions plus rapidement, mais que je perds d'un côté plus humain, alors où est le gain? Ce n'est rien d'autre qu'une perte considérable. Alors, messieurs les membres du jury, très chers présidents et chers auditoires, permettez-moi aujourd'hui de vous démontrer à travers deux facettes à quel point l'intelligence artificielle est tout ce que vous voulez, sauf un gain pour la justice. Alors, l'une des premières conséquences, la première facette, est que l'intelligence artificielle soumet la justice ainsi que ses acteurs principaux à la tyrannie des chiffres. Voici une tragédie grecque. Reprenez-moi si je me trompe. C'est bien à la justice de trouver la bonne solution et non pas à la prétendue solution de s'imposer à la justice. On est d'accord? On est d'accord. Et dans ce devoir, dans cette quête de recherche de la bonne solution, on en revient à ce que je vous ai soumis précédemment, ce devoir de conscience. Et l'un des protagonistes qui a ce devoir essentiel, c'est bien le juge. D'ailleurs, lorsqu'il prête serment, le juge ne prononce-t-il pas ces mots? Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. On a en une phrase deux mots qui rappellent à la conscience cet homme, ces deux mots, loyauté et dignité. Quand il statue sur une situation juridique, le juge est rappelé à son devoir de conscience, ne serait-ce que par le serment qu'il a prêté. Donc nous sommes bien d'accord sur ce point. Le juge, lorsqu'il est soumis à une situation litigieuse, va effectuer un art.
il va effectuer un raisonnement juridique, chose que nous, petits padawans du droit, essayons d'apprendre vainement. Il va procéder en 2 phases. Le juge va prendre en considération, lors de la première phase, des éléments factuels de la situation. Il va prendre en considération des éléments endogènes et exogènes à l'individu, chose qui est renforcée en matière pénale, n'est-ce pas, monsieur Dreuil? Merci. Une fois cette phase terminée, passons à la phase 2. Cette fois, le juge va devoir, encore une fois, dans l'art de cette discipline, trouver la règle de droit qui s'applique à ce cas d'espèce. Et encore une fois, ici, le juge a parfois une liberté d'appréciation en ce qui concerne l'application de cette règle de droit. Et d'ailleurs, notre cher Code civil, oui, parce qu'il faut l'avouer, il est cher, ce code, au sein de son article 1382, le dispose très clairement. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du juge. Impossible, et j'insiste et je signe, je persiste, je l'encadre et je le mets sur le mur. Impossible pour une intelligence artificielle de se fier à son appréciation puisqu'on ne sait pas quel a été son raisonnement. Oui, il y a eu des données, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle a trié ces données, pourquoi elle s'est fondée sur ces données. Et d'ailleurs même, on ne sait pas comment est-ce qu'elle a procédé. Lui inculquer, lui faire ingurgiter des données est une chose, mais ensuite il y a une réelle opacité quant à son fonctionnement à cette intelligence artificielle. N'oublions pas que c'est une machine qui effectue des calculs, il n'y a pas de conscience. Quid, comment contester cette décision? Vous n'avez pas le raisonnement entre les mains. Vous comprendrez dès lors que ce raisonnement juridique est essentiel en ce qu'il inclut cette conscience humaine et en ce qui permet de donner de l'importance au rôle du magistrat. Et au-delà, il octroie du travail aux avocats. Et il permet également aux clients de se prévaloir en justice jusqu'au maxima des juridictions pour aller jusqu'au bout de leurs droits. Il permet de faire appel des décisions, il permet de se pourvoir en cassation ce raisonnement. Mais que va-t-il advenir de nos commentaires d'arrêt? Je vous pose la question, je ne suis pas très bonne en cas pratique. Vous comprendrez dès lors que l'intelligence artificielle, à tous ces égards, entre en conflit de manière sine qua non avec la chose que je vous ai présentée ab initio, qui n'est autre que l'aspect fondamentalement humain de notre justice. C'est bien que la justice soit rendue par les humains qui rend si parfaite son imperfection. Sur une décision de justice, on lit bien au nom du peuple français et non pas au nom du progrès, rassurez-moi. Dans la justice, pour caricaturer, il y a l'idée qu'un homme pourrait juger un autre homme afin que cet homme puisse réintégrer la communauté des hommes. C'est un peu simpliste, mais c'est bien parlant. Mais au-delà du juge, car ce n'est pas la seule victime malheureusement, non, l'intelligence artificielle a bien d'autres victimes dans son collimateur et ce n'est rien d'autre que les avocats. Alors toutes mes plus sincères pensées à mes chers camarades qui veulent devenir avocats, il va falloir prendre en considération cette intelligence artificielle. En effet, l'avocat va voir sa profession changer en plein cœur. Il ne sera plus un défenseur, il sera un conciliateur, un médiateur, voire à terme un statisticien. Et l'intelligence artificielle va limiter, conditionner cette indépendance de l'avocat. Il sera très compliqué pour un avocat que de convaincre son client de tout de même aller intenter un procès en justice pour faire prévaloir ses droits si l'intelligence artificielle a émané un diagnostic ou une statistique négative. Je mets au défi quiconque d'y arriver, ça va être dur, mais ça cantonne bien ici l'indépendance de l'avocat, ça le soumet bien à cette tyrannie des chiffres. Maintenant, arrivons, si vous me le permettez, à la seconde facette. Et je suis un petit peu amère que mon cher contradicteur ne l'ait pas soulevé. Mais il l'a dit, il n'était pas érudit dans le domaine.
et je me fais une joie que de pouvoir soumettre cette hypothèse afin de lui permettre d'avoir des cartes supplémentaires en main. Cette seconde facette, allons-y tous ensemble. C'est toute la question de savoir si les machines peuvent être justiciables. Effectivement, elles vont être au-delà de la justice entre les mains des particuliers. Est-ce qu'on peut juger une machine de ses actes? Eh oui. Bon, j'ai établi un petit scénario, j'aime bien. J'ai l'honneur de vous annoncer aujourd'hui, théoriquement, vous êtes tous des nouveaux titulaires et propriétaires d'une voiture autonome, toute option. Mes félicitations. Et votre conjoint ou votre conjointe vous somme d'aller chercher votre enfant chez votre belle-mère. Sauf que voilà, il est dimanche, il pleut, et vous n'avez certainement pas envie de vous déplacer, surtout pour aller chercher votre enfant chez votre belle-mère, chose que moi je peux comprendre. Alors, vous dites, tiens, j'ai une voiture autonome, autant en profiter. Donc vous commandez à cette voiture de se rendre d'un point A à un point B, chose qu'elle fait. Sauf que voilà, en chemin, un petit aléa survient. Elle était dans son droit, elle était sur sa voie, et de l'autre côté, dans le sens inverse, une voiture rouge. Et à l'intérieur, 4 adolescents, on dirait à la fleur de l'âge et de l'insouciance, par mégarde, dévient de trajectoire pour arriver sur celle de la voiture autonome. Et là, tout se passe très vite. Un calcul d'une rapidité considérable. Elle va tout de suite comprendre qu'il y a une anomalie, qu'il va falloir l'esquiver, et elle va prendre en considération qu'il y a aussi 4 adolescents, 4 individus, dans cette voiture. Donc, elle n'a pas eu la meilleure idée que de dévier cela en déviant également sa trajectoire pour aller s'encastrer dans la voiture noire qui suivait la voiture rouge, et à l'intérieur une personne qui, elle, est décédée sur le coup. Tout ça pour aller chercher votre enfant chez belle-maman, on est d'accord? Alors, je vous pose la question. Ici, c'est tout le dilemme du trolley. La voiture a considéré, d'après un algorithme, que la vie de 4 individus valait plus que la vie d'un seul. Quid? Qui est responsable? Quelqu'un? Est-ce que c'est la voiture autonome par son acte? Parce qu'elle a décidé de changer de trajectoire, mais elle n'a pas décidé de changer de trajectoire. Elle a appliqué un algorithme de manière automatique. Pas de conscience et pas d'intelligence à proprement parler pour cette voiture. Vous, propriétaire du véhicule, vous n'étiez pas conducteur au moment des faits, vous n'étiez pas dans le véhicule et vous n'aviez pas le contrôle de ce véhicule. Est-ce le constructeur de la voiture ou non peut-être le concepteur de l'algorithme ou alors votre enfant qui était chez belle-maman? Vous voyez bien que ça relève plus de la schizophrénie juridique qu'un quelconque gain. Mais je ne suis pas là pour être cruelle. Je le suis un peu, mais pas totalement. En effet, la justice n'y gagne pas dans ce jeu. Elle y perd, à supposer que la justice soit un jeu. Mais il demeure tout de même un gagnant. Je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Oui, le gagnant n'est personne d'autre que l'intelligence artificielle. Eh oui, l'intelligence artificielle, elle y gagne, elle, à intégrer le champ de la justice. Elle y gagne, elle, à intégrer tous les champs de la société. D'ailleurs, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle n'est pas au bout de votre main par hasard. Elle sait où vous habitez, ce que vous mangez, ce que vous lisez, vos vices et vos vertus. Vous voyez bien que dans cette conception, c'est bien là l'intelligence artificielle qui a un gain d'intégrer cette justice. Vous savez, au-delà des principes, pour moi, la justice, c'est une affaire d'individus. Pour moi, la justice, c'est une affaire d'individus compris dans leur subjectivité, et je dirais même plus, a fortiori, dans leur humanité. Et c'est exactement cette justice que je désire voir triompher. Et prétendre l'inverse, prétendre défendre la justice 2.0 n'est pas pour moi un mensonge justifiable. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je lève ma voix, je la lève et je veux l'entendre résonner, en faire frémir les murs de cette salle solennelle. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, je lève ma voix car je déplore
Je déplore, Monsieur le Président, la tartufferie de ceux qui osent réduire la justice, et je dirais même notre justice, à des chiffres au détriment de la raison humaine. Je déplore la tartufferie de ceux qui osent dévêtir de sa belle robe notre justice pour la réduire à un artifice. Et aujourd'hui, j'implore, Monsieur le Président, j'implore, messieurs les membres du jury, et j'implore l'auditoire, je vous rappelle à votre devoir de conscience. Et pour conclure, je m'en remettrai à mon très cher adversaire. Cher adversaire, je me pose une question. Honnêtement, je me demande, le jour où le glaive de Thémis sera suspendu au-dessus de votre tête, préférerez-vous être jugé par la froideur d'une intelligence artificielle ou la consciente et empathique intelligence humaine? Mais je pense savoir, comme vous tous, la réponse. Merci. Si on doit essayer de décerner le premier prix de la tartufferie, je la donnerai à ma contradictrice qui, certes, a un bon goût pour choisir la tenue, mais au niveau de l'angle choisi pour m'attaquer, c'est un petit peu léger. Parce que d'abord, il y a eu beaucoup d'amalgame. Parce que vous dites, la grande gagnante, ici, ce serait l'intelligence artificielle. Donc il y a ici une personnification. En sachant que vous étiez la première à dire que l'intelligence artificielle n'avait pas de conscience. Comment pouvait-elle la gagnante et la personnification? Merci, votre sourire en dit long. Donc, et aussi il y a eu un amalgame dans le sens que j'ai bien dit, je ne me poserai pas ici sur le dogme du progrès, parce que cela ne veut rien dire. Je l'ai dit. Alors, vous voyez bien, un raccourci de pensée, mais je dirais que votre histoire était plutôt intéressante au niveau de la belle-mère, mais j'ai eu du mal à vous suivre. Des amalgames, vous dites, très cher contradicteur, alors je ne peux rien faire au fait que vous n'ayez pas compris mon syllogisme. En cela, en plus, amalgamer un sujet sur lequel j'établis mon mémoire, vous me direz que je suis très mal partie à 3 mois de la fin. Je n'ai rien amalgamé, cher contradicteur. J'ai pris l'angle qui me paraissait le plus pertinent, à savoir que la justice est humaine et que l'intelligence artificielle est certes présente, mais elle n'est aucunement un gain pour celle-ci. Mais je ne vais pas développer plus en profondeur là-dessus, j'ai quelque chose que j'aimerais vous partager à vous tous. C'est un moment de vie, c'est le petit moment de nostalgie de la journée. Lorsque j'ai commencé mes études de droit et que j'ai donc assisté à certains cours, le premier cours auquel j'ai assisté n'était autre que l'histoire du droit. Et je regardais donc cet enseignant qui faisait cours avec sa belle toge et il disait, avant de commencer ce cours, il disait « Le médecin a la vie de son patient entre ses mains, l'avocat a la vie de son client entre ses mots, mais le juge, lui, a la vie d'un homme à travers son raisonnement. » Que rajouter de plus à cette phrase qui prend ici tout son sens? Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à la naissance de l'intelligence artificielle. Que sera-t-elle dans 10 ans? Que sera-t-elle dans 20 ans? Que sera-t-elle dans 30 ans? Ne sous-estimez pas le progrès, chers contradicteurs, car c'est là que se situent parfois des dérives lorsque le progrès n'est pas cantonné, n'est pas limité. Et moi, ce que je veux dire ici, c'est que la justice n'est pas une affaire aussi simple comme vous l'avez décrit. Elle est une affaire d'hommes, elle est une affaire de citoyens, elle est une affaire de démocratie. Et je ne peux brader la démocratie, excusez-moi, à la technologie. Merci.